Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver sur les antennes de LCF et CTFM pour notre émission Talk Talk. Toutes nos excuses pour ce léger retard, indépendant de notre volonté, et donc on va démarrer. Merci à ceux qui nous suivent sur le www.lcftogo.com. Comme d'habitude, nous recevons deux confrères en studio pour débattre des sujets de l'heure ici chez nous au Togo. Le premier pour nous, Olivier Adja, il est le patron de l'agence Afrique Presse et aussi le directeur de publication du journal Harakiri. Bonjour Olivier. Oui, bonjour chers confrères et puis bonjour aussi à tous ceux-là, aux amoureux de cette émission. Alors merci d'être avec nous ce matin. Notre deuxième invité là pour nous, c'est un habitué de la maison, David Jabavi Baini. Bonjour David. Bonjour Général. David a plusieurs casquettes, il est correspondant du site Togo Site et aussi collabore avec l'agence Afrique Presse. Ouais. Alors mesdames, messieurs, dans la deuxième partie, nous aurons comme invité, nous aurons un politicien là pour nous, Fulbert Sassou Atisso, il est le président du parti politique le Togo Autrement. Avant toute chose, voici la une des journaux. Avec le journal Le Messager. Le Messager qui titre à sa une ce mercredi 22 juin 2016. Investir dans l'hôtellerie en Afrique. Radisson Blue Hotel de février offre son cadre au premier forum des acteurs. Affaire de chefferie traditionnelle à Adangbe dans la préfecture de Zio où est passé le rapport du comité dirigé par Togu Agokoli 4. Monsieur Sobo Komivi éclat. La main sur la conscience, ce trône que vous vous apprêtez à occuper, est-il vraiment le vôtre? Interrogation de la réponse se trouve dans le journal Le Messager. Crise au quart. Maître Apébon est-il vraiment en train de perdre la bataille? Le président national du CAR est bientôt chef d'un nouveau parti politique. Affirmation dont la réponse se trouve donc dans le journal Le Messager. Le chef de l'État togolais sur Deutsche Welle, le vrai visage de Fort. Titre le journal La Dépêche. La dépêche du doyen Apollinaire Mouné qui titre le chef de l'État togolais sur Deutsche Welle, le vrai visage de Fort. Sina Lawson, la gouvernante de la République. Niamtougou, mourir pour un lopin de terre. Dans les classes également, ce mercredi, nous avons le quotidien privé Liberté. Liberté qui titre à sa une Fort éloge d'une décision historique. Santé, approche contractuelle du gouvernement. Un diagnostic qui occulte des aspects importants, des inquiétudes sur l'efficacité de la recette. Curieux sinistre à la caisse des retraites du Togo, un important lot de matériel et des dossiers des pensionnés se retrouvent dans l'eau. Le DG Diapena évite le constat de la police et des sapeurs-pompiers. Chefferie conflictuelle à Adangbe, un rapport des chefs traditionnels contredit la décision du ministre Padoua Boupessi. Scandale sexuel au lycée. Un à Gerinkouka pour avoir violé une mineure, un enseignant est envoyé en prison. Et puis, dernier journal avec nous ce matin, c'est l'équipe sportive de Aimé Ekpe. Compte de la CAN 2013, maquillage, roublardise, tromperie au sommet. Qui protège qui? Hommage à Stéphane Keshi, public des grands jours, nostalgie star en parade, le grand show de la JST. FTF, publication du chronogramme d'activité. Le défi du temps. Jeux olympiques Rio 2016, le Togo au rendez-vous. Et puis, Pays-Bas, première division, Frédéric Ananou signe à Roda JC. C'est tout pour les journaux ce matin avec nous. On se retrouve derrière cette courte pause pour la première partie de l'émission. Nous allons parler aujourd'hui de la crise qui secoue le Comité national pour le renouveau, car le parti de Maître Dodji Apevon. Cher confrère, bonjour. Oui, bonjour. Alors, il n'est de secret pour personne, le Comité national pour le renouveau, car traverse une grave crise depuis le début de l'année, ce qui n'est pas sans conséquence sur les activités et le fonctionnement du parti. Plus de réunions du comité directeur, plus de sensibilisation sur le terrain. Nous en étions là quand 33 fédérations sur les 36 que compte le parti se sont donc réunis samedi dernier à Lomé en une réunion à l'issue de laquelle il somme le président du parti, Maître Dodji Apevon, de convoquer le congrès du parti dans l'intervalle de mois. Une précision de taille. La réunion s'est déroulée en l'absence du président Dodji Apevon qui lui était en voyage à Genève dans le cadre de sa mission puisqu'il est député à l'Assemblée nationale. Olivier Adja, je vous ai vu le jour-là à l'hôtel La Mugette à Dijolé. Que s'est-il passé?
Oh, que s'est-il passé? Bon, je crois que selon les déclarations qui ont été faites, c'est que les présidents de fédération et certains militants du CAR se sont retrouvés en réunion informelle, donc pour plancher sur la situation que le parti traverse et puis explorer des voies donc pour pouvoir sortir de cette crise-là. Et je crois que vous le savez bien, il y a une déclaration qui a été faite et un appel qui a été lancé à l'endroit de l'actuel président et Maître Dodi Apevon, afin qu'il puisse soit organiser un congrès dans un bref délai, ou soit trouver en tout cas une porte de sortie pour que ce parti, qui n'est plus à présenter de par son histoire, puisse être ou bien être présent sur l'échiquier politique national là, et dans le débat, au cœur du débat donc, et des discussions. Selon les informations, un dialogue se prépare et le CAR ne souhaite pas être en marge de ce dialogue-là. Et c'est pourquoi ces présidents de fédération veulent que cette crise-là soit réglée une fois pour de bon, pour que le parti soit prêt au moment venu. Alors, David, je ne sais pas si vous suivez l'actualité du CAR. Moi, je me rappelle que c'est le 26 février dernier que le président d'honneur, président fondateur du CAR, Maître Yaovi Madji Agouibon, avait pris la décision de suspendre le congrès en attendant que la crise au niveau du parti soit réglée. Mais curieusement, je crois 4 mois plus tard, on voit les fédérations se réunir et qui sommes aujourd'hui le président d'organiser le congrès. Alors, à qui la faute si le congrès n'est pas organisé jusqu'aujourd'hui? Bon, la faute à tous les acteurs de ce parti qui avait pendant très longtemps donné qui avait constitué une référence de parti politique sur l'échiquier politique de notre pays. La faute à qui? La faute à tout le monde, parce que lorsque vous analysez de près ce qui se passe réellement au sein de cette formation politique, vous avez la facilité de voir des mains noires qui tirent les ficelles dans l'obscurité. À qui ça profite, on ne saura le dire, mais j'estime quand même que l'image que présente cette formation politique n'est pas celle qui était la sienne depuis très longtemps. Ça prouve à suffisance qu'il y a un conflit d'intérêts autour de la question du leadership au sein de cette partie politique. Les gens se mettent dans des positions, chacun selon le degré où il tire ses avantages et ses intérêts. Et du coup, ce à quoi nous avions assisté samedi dernier, à leur réunion au budget, a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. On a vu après ce qui s'est passé, l'ambiance électrique qu'il y avait dans la salle, les positions des uns et des autres. Qui criaient à Bodji, à Pevoir, à Bodji, beaucoup de chansons révolutionnaires. Le président, il a été élu, Maître Apevon a été élu à la suite du congrès qui a été tenu par cette formation politique. C'est à ce congrès que le président Maître Dodi Apevon sera destitué si les militants estiment que... remplacé par destitué. Voilà, remplacé ou reconduit dans ses fonctions selon les conclusions auxquelles sont arrivés les militants. Mais l'image à laquelle on a assisté la dernière fois prouve à suffisance que les dés sont pipés et que le prochain congrès du CAR, si congrès il doit y avoir, risque de montrer un autre visage à la population togolaise. Nous avons toujours l'habitude de dénoncer ces manquements de l'autre côté, mais d'un côté et comme de l'autre, on assiste à ce mélange-là qui fait que les gens s'interrogent aujourd'hui sur la crédibilité de certaines formations politiques de notre pays. Il est malheureux que à une réunion qui devait participer à cultiver la cohésion au sein de cette formation politique, qu'on s'adonne à des scènes de menaces, à des scènes de quoi, je ne sais pas trop comment expliquer ça, pour donner sa position, alors qu'il y a des instances régaliennes qui sont prévues par les statuts de ce parti pour justement aller à un remplacement ou à une reconduite du mandat du président Apevon. Olivier, je reviens vers vous. Selon les proches du président Apevon, que nous avons interrogé après la réunion, ils nous disent que la réunion de samedi dernier est une réunion illégale, puisque cette réunion ne respecte aucun test du parti. Est-ce que vous en savez davantage? Non, bon, en tant que journaliste, je ne peux que canaliser. Mais pour analyser cette situation, il faut avoir les clés.
Parce qu'il n'y a aucune crise qui n'est pas des causes lointaines et des causes immédiates. Quelles sont les causes lointaines de cette crise? Et je veux aussi rappeler que toute crise, en réalité, n'est pas mauvaise en soi pour une société. La crise, normalement, est une bonne chose lorsqu'on profite, on s'en saisit pour se relancer ou renaître. Parce que l'homme, c'est un perpétuel recommencement. Donc, toute société a besoin de crise pour pouvoir se remettre en cause et renaître. C'est une très bonne chose. Maintenant, au sein du CAR ou au niveau du Togo, il faut dire que ce n'est pas nouveau, les crises au sein des partis. Le CAR n'est pas le premier parti à avoir une crise. On peut citer l'UFC, l'OBU, Alliance. Tout cela, on a connu des crises. Mais peut-être que même l'UFC qui a connu des crises. Bien sûr. Absolument. Et on oublie un peu. C'est-à-dire, mais ici, c'est la durée de la crise qui pose problème. Cette crise au CAR dure déjà 7 mois. C'est depuis novembre, je crois, 2015, que la crise a commencé. Et il y a des instances du parti. Et à la tête de ce parti, il y a quelqu'un qu'on appelle Maître Apevon, président. Et on n'est pas président n'importe qui. Un président a une mission. Et lorsque vous êtes président d'un parti ou de la République, lorsqu'il y a des crises et vous n'arrivez pas à faire face et la République s'explose, vous emportez la responsabilité. L'histoire retiendra que c'est sous Maître Apevon que le CAR a connu des difficultés pendant 7 mois ou a implosé. Et je crois que au niveau de ce qui s'est passé, je ne suis pas membre du CAR pour expliquer, mais je sais que avec les coups de fil et puis les rencontres que j'ai eues avec certains membres, c'est que c'est prévu par les instances, que lorsque ça ne va pas au sein du parti, les militants peuvent interpeller les instances, le président. Et qui a convoqué la réunion samedi? Moi, je voudrais savoir. Parce que non, qui a convoqué ou qui n'a pas convoqué, c'est comme au niveau de la République, quand ça ne marche pas, et moi, en tant que citoyen, je dis, Fognan Simbe, la République a des problèmes. Vous devez agir, on me demande qui m'a donné l'ordre ou bien qui m'a donné l'accord. Non, quand ça ne va pas, en tant que citoyen, nous avons une responsabilité. C'est de se lever et de dire non. Ça ne va pas, et d'attirer l'attention de celui, puisque aujourd'hui, on me parle de Maître Agbebo qui aurait suspendu. Non, Maître Agbebo n'a pas le pouvoir de suspendre un congrès. Mais il y a un courrier qui a publié le 26 Oui, bien sûr. Maître Agbebo peut suggérer. Puisqu'il y a une crise, si on va au congrès actuellement, on peut s'affronter. Pourquoi ne pas mettre en marge le congrès pour régler nos problèmes après aller. Mais ça doit être une suggestion. Parce que si Maître Apevon, en tant que président, est là, et qu'un militant qui n'a pas le pouvoir de suspendre un congrès. Il a précisé qu'il est président fondateur. Oui, mais est-ce que les statuts le prévoient? Le problème, c'est que les statuts le prévoient. Donc si c'est moi, je me lève aujourd'hui, je dis, bon, je suis président tant du CAR, et je veux que ça et les choses s'arrêtent. Maître Apevon se soumet parce que il y a quelqu'un qui a dit les tests sont là et à côté des tests il y a des attitudes et des actes. Mais est-ce que l'acte qu'a posé Maître Agbebo influe sur le fonctionnement du parti du moment où le parti a un président qui est doté de tous les pouvoirs possibles et qui peut opposer à celui-là que vous n'avez pas le droit, vous n'avez pas le pouvoir de m'interdire d'organiser un congrès, donc j'y vais à ce congrès, et si vous n'êtes pas d'accord, faites ce que vous voulez. Normalement, ça devrait être l'attitude d'un président qui veut faire évoluer son parti. Vous vous rappelez du courrier qu'il a adressé aux fédérations disant que quand les réunions sont organisées, des badauds viennent perturber les réunions avec des machettes. Vous êtes au courant? Oui, je me rappelle de ces courriers, ce qui en réalité n'est pas responsable à mon sens. Parce que, vous savez, en matière de crise, lorsqu'on est président, vous savez, la cellule familiale, c'est l'image de la cellule étatique et même au niveau du parti. En tant que chef de famille, lorsqu'il y a une crise, vous ne pouvez pas dire que parce qu'il y a des perturbations, donc vous suspendez les activités ou vous arrêtez le fonctionnement de votre famille. Et la preuve, c'est que et dans ces courriers, c'est les rencontres au niveau du centre culturel de Baie qu'il a relevé. Mais je fais constater que depuis dimanche, la violence est venue du camp où on ne s'entendait pas. Parce que c'est le camp Apevon qui a plus fait de violence sur
le vice-président du parti qui s'appelle Jean Kissi. Le secrétaire général du parti. Le secrétaire plutôt général du parti qui s'appelle Jean Kissi. Alors que ça a été une réunion du groupe Apevon. Et parce que moi, je ne sais pas de quel groupe Jean Kissi, dans quel groupe Jean Kissi se trouve. Parce que depuis le début de la crise, c'est quelqu'un qui s'est fait discret. Normalement, c'est quelqu'un qui pouvait jouer le rôle de médiation. Maintenant, je ne sais pas pourquoi est-ce qu'il a été agressé là-bas. Parce que... Bon, on y reviendra. Il faut que je donne plus la parole un peu à David. Parce que depuis 5 minutes, tu parles seul. Alors, David, le nœud du problème au niveau du CAR, c'est que certains responsables demandent au président Dodji Apevon de quitter la tête du parti parce qu'ayant achevé ses 2 mandats. Le problème, c'est que M. Apevon a été élu en octobre 2008 et depuis lors, il n'y a plus eu de congrès au CAR. M. Apevon dit que ce n'est pas par sa faute si depuis 2012, il n'y a pas de congrès. Bon, je pense quand même que quelque part, mettre... Et ça nous rappelle ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire avec le président Laurent Gbagbo, qui a eu un mandat cadeau, parce qu'il y avait la crise, il n'y a pas eu d'élection, du coup il a eu un mandat cadeau, et après il s'est représenté encore... Pendant le premier mandat d'Apevon, il n'y a pas eu de crise. Le même exemple est à citer pour le président Nkurunziza du Burundi. Heureusement, lui, il a organisé c'est les députés une élection. Élu à son premier mandat, et donc il estime qu'il n'avait pas encore fini. Alors, c'est pour dire quelque part que Maître Dodji Apevon aussi a sa part de responsabilité, une très grande part de responsabilité. En tant que président de cette formation politique, les statuts étant clairs sur les convocations des congrès, en tant que tel, le président ne devrait pas attendre que les militants réagissent. C'est au président de convoquer ce congrès, même si le délai même si le délai est déjà passé. S'il veut vraiment participer à l'accalmie au sein de cette formation politique, ce problème, il aurait pu le résoudre depuis très longtemps. Alors, ne l'ayant pas résolu, les militants du côté d'Agboibo ont estimé que Maître Dodji Apevon voudrait véritablement rester longtemps au pouvoir, à la présidence de cette formation politique. Et donc, c'est ce qui aurait suscité cette crise au sein de cette formation politique. Il y a beaucoup de responsabilités. Le président d'honneur, Maître Agboibo, en tant que président d'honneur, parce que quand vous êtes un président d'honneur, vous êtes au-dessus de tout le monde, il faut quand même le dire. Maître Agboibo aurait pu attirer l'attention de Maître Dodji Apevon sur ce manquement-là. Et cette crise aurait pu être évitée depuis tout ce temps. Chacun s'est calqué sur sa position. L'un dit j'ai été élu à telle date et qu'après il n'y a pas eu de congrès. L'autre dit non, il faut aller au congrès et tout. J'estime véritablement que cette formation politique a encore de la chance devant elle et que très prochainement et très tôt, très vite, nous allons assister à la convocation de ce congrès-là. Mais que cette convocation de ce congrès se fasse dans les règles de l'art. J'ai une question. Oui. Qu'est-ce qui détermine la fin de mandat? La fin de mandat, selon les statuts de chaque formation politique, je pense que la présidence est dans un délai. La présidence à la tête d'une formation politique dispose d'un délai. Si c'est 2 ans renouvelable une fois, si c'est 3 ans renouvelable une fois, alors là, c'est les statuts qui le prévoient. Oui, je repose la question. Qu'est-ce qui détermine la fin de mandat? Est-ce un congrès ou bien quoi? Je veux savoir, parce que là, moi, je suis novice. Là. Oui, fondamentalement, oui. C'est le congrès qui détermine la fin d'un mandat. C'est-à-dire, à la fin du mandat d'un président en exercice, il y a la convocation d'un congrès. Alors, à défaut de l'organisation de congrès, comment détermine-t-on alors la fin de mandat? Alors, à défaut de l'organisation d'un congrès, on assiste à des crises. Absolument. Comme celle au sein du CAR. Parce qu'on a l'impression que quelqu'un veut s'accaparer à lui tout seul le pouvoir. Alors que le moment est arrivé de convoquer le congrès. C'est pour ça que je dis que les responsabilités sont limitées. Et ils sont partagées, et du côté du président en exercice, et du côté du président d'honneur, et du côté des militants. Maintenant, les militants ayant compris la nécessité d'organiser un congrès, se sont eux-mêmes mobilisés dans une réunion pour apporter leur contribution ou leur pied à la contribution. Mais est-ce que cette réunion respecte les clauses ou les conditions de convocation de ces genres de réunions au sein de cette formation? Non. Déjà qu'on ne connaît pas qui a convoqué cette réunion officiellement. Allez, Olivier, rapidement. Non, mais je me dis que c'est un peu ahurissant cette affaire-là, parce que, vous savez, on ne peut pas se cacher derrière des crises pour expliquer
notre incapacité. Il faut reconnaître que Maître Apevo, c'est quelqu'un que je respecte beaucoup. Il a des qualités en tant que professionnel, en tant qu'avocat. Mais au niveau politique, j'avoue que parfois ces actes laissent un peu à désirer. Parce que vous posez une question actuellement, c'est que qu'est-ce qui détermine la fin d'un mandat? Je crois que mon confrère a bien répondu. Je crois que c'est l'organisation d'une élection quand on est président de la République ou d'un congrès lorsqu'on est à la tête d'un parti. Prenez le cas de Haïti. Haïti, il y avait son président qui devrait organiser une élection à la fin de son mandat. Il n'a pas fait, mais il a été balayé. Quelqu'un a pris sa place. Puisque le mandat est arrivé à terme. Donc, dès qu'il serait en train de inconditionnel s'il continue. Le cas peut voir moi m'ahurir un peu parce que j'ai cité l'exemple de Gbagbo tout à l'heure et on le voit aussi avec la RDC. Non, là, Joseph Kabila va rester à la fin de son mandat puisqu'il y aura une élection, il va rester tout ce qu'on fait. Oui, mais c'est à la suite d'une procédure qu'on a comment il a la justice a autorisé Joseph Kabila à être là. Ici, pas la justice, la Cour constitutionnelle. Oui, la Cour constitutionnelle, ce sont les juges qui sont là-bas. De toutes les façons, ici, on a l'impression que à la fin du mandat, puisque c'est à la fin, vous notez que ce n'est pas au début de son mandat, mais c'est à la fin que la crise est arrivée. Et on a l'impression que comme au Congo-Brazzaville, comme au niveau du Congo-Kinshasa, comme même ailleurs, c'est qu'à la fin d'un mandat d'un président, lorsqu'il sent que ces jours sont en train d'être comptés politiquement parlant, il crée une crise. Il crée une crise artificielle, il trouve une tête de Turc sur lequel frapper, et en RDC c'est Moïse Katumbi, et chez notre ami Denis Sassou Nguesso c'est Jean-Marie Mokoko le général. Il trouve quelqu'un, un bouc émissaire sur qui il frappe, il dit que non, il y a crise. Donc, il faut prolonger indéfiniment. Et Maître Apevo, c'est un démocrate. Au niveau étatique, au niveau national, c'est lui qui donne des leçons à Fognan Singbe. Fognan Singbe n'est pas démocrate, il doit partir. Non, il est en train. Mais au niveau. Mais Olivier, une question. Avant Apevo, Maître Apevo a fait 17 ans à la tête du parti sans organiser du congrès. Je crois que les tests en ce moment n'étaient pas clairs. En 2008, il y a eu un congrès statutaire et voilà. Et les tests, et même au niveau de ces tests. Oui. Et même aujourd'hui, Maître Apevo est dans l'illégalité parce qu'il a fait un mandat de plus sans organiser un congrès. Alors que c'est lui qui devrait organiser un congrès, il ne l'a pas fait pendant 4 ans. Et les militaires étaient en droit de dire non, on n'est pas d'accord, mais on l'a laissé faire. Maintenant, après avoir eu ce bonus, à la fin, il crée une crise et on a l'impression que c'est pour perdurer. C'est Maître Apevo qui crée la crise aujourd'hui. Mais c'est lui le président, c'est lui le répondant. Aujourd'hui, quand on dit car qui se présente, aujourd'hui, moi j'ai l'impression, je vais terminer sur ça, c'est que Maître Apevo a dit qu'il ne laissera même pas une coquille, un vide au cas, mais il est toujours là. Il a dit où? Mais sur les radios, quand la crise a commencé. Okay. Oui, bien sûr, il est toujours là. On a l'impression que c'est quelqu'un qui refuse la viande du porc, mais qui est prêt à sucer ou à bouffer la sauce ou la soupe. Parce que en même temps, il dit que le cas, il n'est pas pour, il veut créer son parti, puisque un journal a relevé qu'il a dit, il a dit publiquement. La presse. Mais ça, c'est des rumeurs. Non, mais vous avez raison, ce sont des rumeurs. Ce sont des rumeurs. La plupart de ce qu'on dit. Il y a des rumeurs dans ce pays. Oui, bien sûr. Toi et moi, on se bat sur. La plupart de ce qu'on dit ici, c'est la plupart du temps, ce sont des rumeurs. Après, on appelle les gens pour vérifier. Moi, quand j'ai vérifié dans l'entourage de Maître Apevo, il y a des réunions du CAR qui ont eu lieu sur toute l'étendue du territoire où Maître Apevo a relevé des listes des membres du CAR, mais avec ces listes, c'est avec ça, selon les informations, qu'il va aller déposer pour réclamer, pour avoir son parti. David, rapidement. Juste prendre le contre-pied. Non. Ça me ferait plaisir. L'invité est là, Figo Alassori nous attend impatiemment. Que la crise au sein du CAR ne vient pas seulement de Maître Apevo. Voilà, la crise du CAR, elle est généralisée, chacun tire le drap vers soi. Et donc, et Maître Yanvia Gbagbo veut revenir prendre la tête du parti. Selon les rumeurs. Non, c'est pas le rumeur, puisque il a dit dans son courrier que les gens sont venus le voir pour lui demander de prendre la tête du parti pour essayer de donner une nouvelle dynamique au parti. Il a dit clairement. Mais moi c'est une question aussi. Est-ce que les tests du CAR interdisent à quelqu'un, à un militant, qu'il soit Maître Gbagbo ou X, de se présenter à un congrès? Non, mais j'estime quand même que Maître Gbagbo, de par la grandeur et la hauteur de sa sagesse, comprendra que son retour à la tête de cette formation politique risque d'attiser encore d'autres crises. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, le slogan du CAR, abat les vieilles méthodes, vive le renouveau,
Ça tient encore aujourd'hui avec tout ce qui se passe. Parce qu'on a vu la fois dernière Vaughan, quand le député Jacques Issa a failli être lynché par ses propres frères, puisqu'il est député de Vaughan. Non, il est facile d'être observateur d'une crise et de donner sa position que quand on est acteur de cette crise-là. Donc cette devise permettez que j'y mets un grand doute. Non, mais c'est tout de nouveau parce que, vous savez, aujourd'hui, cette crise, je l'ai dit, ça permet au parti de reprendre un nouvel élan. C'est-à-dire, si aujourd'hui, je vois Maître Apevon, qui a été très docile, qui a dit qu'il a été manipulé pendant 8 ans par Maître Agbebo, se relever et se rebeller, c'est qu'il y a quelque chose qui est fort. C'est un message. Parce que ça veut dire qu'il a fini par se dire, bon, j'ai aussi la force, je peux me rebeller. Et Thomas Sankara l'a dit, l'esclave qui n'est pas à même d'assumer sa révolte ne mérite pas qu'on s'appuie sur son sort. Aujourd'hui, il assume sa révolte, mais très tard ou trop tard, puisqu'il est à la fin de ses 2 mandats normalement. Okay. On va dire un mot sur la journée d'hier. Hier, 21 juin, c'était cette journée des fériés. Pour cause de la commémoration de la journée des martyrs de Truc, le problème c'est que plein de gens n'étaient visiblement pas informés. Et bon nombre de personnes ont été informées une fois, peut-être au guichet des banques. Ils ont lu communiqué comme quoi la journée du 21 était fériée. Même certains confrères étaient donc au boulot pour faire le bouclage. Après, on les appelait écouter rentrer, mardi est férié. Alors le problème qui se pose aujourd'hui, pourquoi le gouvernement n'actualise pas les dates fériées et informe peut-être les gens en début d'année pour qu'on sache que dans l'année il y a tel jour férié. Ouais. On a l'impression qu'on assiste à un plaisir du gouvernement à férier ou à ne pas férier une journée. Il est incompréhensible que la majorité des Togolais à la veille de cette date-là ne savaient pas si le 21 juin sera férié ou pas. Parce que l'année dernière, j'estime bien, si ma mémoire est bonne, que le 21 juin n'était pas férié. Alors, est-ce que le 21 juin, cette date a un caractère législatif? Est-ce qu'il y a une loi qui a légiféré là-dessus pour férier cette journée-là? C'est ça l'interrogation. Aujourd'hui, nous estimons que rendre hommage à ces martyrs qui ont laissé leur vie dans ce combat, selon ce que l'histoire nous a appris au nord du Togo, mérite qu'on leur accorde, qu'on leur rende un hommage. Mais cet hommage pourra être rendu autrement, comme on le sait d'ailleurs, très bien organisé par le gouvernement, que de mettre toute une journée en pause pour cela. Et l'autre côté, c'est qu'il y avait eu un manque de communication de la part du gouvernement pour situer véritablement les Togolais. Tu l'as dit. Les gens sont allés à leur boulot. Il y a eu un véritable cafouillage. Voilà, les gens sont allés à leur boulot. Hier, moi-même, en tant que journaliste, je n'étais pas informé juste à 20h, avant que je l'apprenne sur les antennes de la TVT, comme quoi la journée était fériée. Alors, qu'est-ce qui pose problème au gouvernement? Qu'est-ce qui dérange le gouvernement pour donner les dates fériées sur notre calendrier politique ou national de ce pays? J'estime quand même que les années à venir, on va pouvoir être véritablement positionné sur cette date. Alors, Olivier, je me retourne vers vous. Au moment où, donc, par exemple, en France, les gens se battent pour réduire les journées fériées, par exemple, le lundi de Pentecôte, les gens demandent que ce jour-là soit férié. Mais chez nous, on est là à rester à la maison juste pour les martyrs. Et puis encore, on n'informe pas la population auparavant. Non, vous m'excusez, mais j'ai l'impression qu'au Togo, on a un problème. C'est-à-dire, on voit le mal partout. Et c'est ce qui est dommage parce que vous savez, si vraiment, ce que mon confrère dit, si vraiment l'année dernière n'était pas fait le 27 et le 21 juin, là je comprendrais. Mais vous savez, il y a des fêtes nationales qui sont fériées et des fêtes au niveau international qui sont fériées. Le 27 avril, on ne dira pas à un Togolais que le 27 avril, on ne va pas au travail. C'est-à-dire, c'est dans la conscience publique que le 27 avril, c'est férié. Et c'est une fête nationale. Au niveau international, les gens vont travailler le 27 avril. Mais nous, on ne va pas. Mais le lundi de Pâques, par exemple, c'est au niveau international, nous tous, on ne communique pas sur le lundi de Pâques. Mais tout le monde sait que... J'en viens. Ça veut dire qu'il y a un problème, même au niveau, en tant que citoyen, on ne sait même pas que le 21 juin, d'abord, c'est la fête de nos martyrs. Et quand on parle de martyrs, ce n'est pas n'importe qui. C'est-à-dire, ce sont des gens que nous devons honorer, dont la mémoire doit être entretenue. Alors, Olivier, une question. Hier, vous étiez à la maison, qu'est-ce que vous avez fait pour les martyrs? Vous particulièrement, dites-moi. Moi particulièrement, ça dépend. C'est-à-dire que moi, j'étais à la maison, j'ai profité de ce temps pour travailler.
Ok. Alors, donc vous n'avez rien fait. Pourquoi attendez. Mon travail, je suis journaliste. J'ai fait des papiers sur cette journée. Je vous dis. Non, mais si on me demande si je n'ai rien fait. Tu aurais pu faire des papiers aussi. Oui, bien sûr. Mais là, toutes les journées fériées, on ne nous oblige pas à aller nous recueillir. Mais on a passé le temps. Vous ne me laissez pas aller au bout de mon idée. C'est pour seulement dire simplement qu'il y a des jours fériés que, en tant que citoyen, nous devrons connaître. Ce n'est pas mauvais que le gouvernement communique, mais le 21 juin, ce n'est pas aujourd'hui que nous célébrons la fête des martyrs. Ça fait des années. Mais donc dire que c'était plus férié, c'est ça. Non, oui, mais il faut vérifier. Bien sûr. Là, je suis d'accord. Si c'est que l'année dernière. Le problème, c'était le manque de communication. Il faut le reconnaître. On sait aujourd'hui que le 13 janvier n'est plus une date fériée. On sait que le 2 février n'est plus une date fériée. On sait qu'il y a des dates. Le 28 juillet n'est plus une date fériée. On sait qu'il y a des dates au Togo national qui ne sont plus des dates fériées. Tout citoyen vous dira le 13 janvier, il va au boulot. Mais le 21 juin, un coup il est férié, un coup il n'est pas férié, c'est tout le problème. Non, ça, je suis parfaitement d'accord avec vous. La preuve, la date était fériée hier, mais les élèves de la classe terminale sont partis faire les examens. Voilà, c'est ça aussi. Non, il y a des examens qu'on fait le samedi aussi. C'est-à-dire ici, on ne faut pas les examens. On va évoluer, on va marquer une pause, mesdames, messieurs. Derrière la pause, nous allons recevoir notre invité, M. Fulbert Atisso. Il est le président du parti, le Togo Autrement. Je vous rappelle, vous les annonceurs, les directeurs de société, de nous faire confiance sur TokTok. Vous nous suivez bien sûr. Maintenant, il faut que TokTok vive. Il nous faut les annonces publicitaires. Et je vous dis que cette pause publicitaire, c'est pour vous. Approchez-vous du service commercial. Faites vos annonces sur TokTok. Suivez tous les lundis, mercredis et vendredis votre émission TokTok. TokTok passe au crible les grands sujets de l'heure et développe des thématiques sur le plan social, politique, économique, sportif et culturel. En studio pour en débattre, des journalistes et des experts. Rediffusion la nuit à 22h30. Retour en studio, notre invité est là. Bonjour, Fulbert Atisso. Bonjour, Junior Amenounia. Comment vous allez? Je vais bien vous-même. Très bien. Voilà, le Togo Autrement se porte aussi en forme. Absolument. On le voit avec votre tenue, votre tenue. Okay. Nous sommes un jeune parti. Oui. Nous sommes nés 25 ans après que la lutte ait commencé. Nous avons eu le temps d'observer et de prendre la mesure du changement, de changer les choses. Alors, Togo Autrement a organisé samedi dernier une conférence débat autour de la question des réformes politiques. C'était donc à Lomé, une conférence qui a réuni plein de gens. Oui. Alors, est-ce qu'on peut savoir ce qu'il en a été question? Oui, effectivement. Bon, je vais d'abord dire bonjour à mes anciens confrères, puisque je ne suis pas de la presse et je ne suis plus de la presse. Alors, nous avons convié les acteurs politiques, les journalistes et les gens du commun, je parlais des populations, à une conférence débat le samedi dernier, sur un thème qui était plutôt théorique, le pouvoir et la puissance et comment mettre en œuvre la puissance populaire. Alors, nous sommes partis d'un constat simple. Aujourd'hui, au sein de la classe politique, il y a deux volontés qui s'affrontent et qui s'opposent. Une première volonté qui refuse de faire les réformes, ou en tout cas qui fait du dilatoire pour remettre la question ou l'échéance des réformes à plus tard. On l'a vu avec la dernière intervention du chef de l'État, qui dit en substance que la question de la limitation de mandat, qui est une question réglée dans la Constitution de 92, scellée par la CVJR, qui est l'instance qui était chargée de réconcilier les Togolais, et qui a dit qu'il faut limiter le mandat et qu'il faut un mode de scrutin de tout. Le chef de l'État vient la dernière fois en Allemagne pour dire que cette question-là, donc il fait toute une ratiocination sur la question. Première volonté, refus de faire les réformes, volonté exprimée par le pouvoir politique. Deuxième volonté, un ensemble de gens, l'opposition, là je veux parler des partis politiques, une partie de la société civile, et puis les populations qui pensent que sans ces réformes, il n'y a aucun avenir pour ce pays. Donc face à ces deux volontés qui s'affrontent, nous nous sommes dit ce qu'il faut faire entre
une volonté qui exprime le pouvoir politique. C'est quoi le pouvoir politique? C'est des attributs, l'administration, le gouvernement, les institutions, le monopole de la violence légitime, les instruments de violence, les forces de défense et de sécurité, et de l'autre, la puissance du peuple. La puissance est une force potentielle. On ne peut rien contre cette force potentielle-là. C'est comme par exemple, le soleil est naturellement puissant. Vous ne pouvez pas l'empêcher de se lever, vous ne pouvez pas vous approcher du soleil, il vous brûle tout simplement. Donc le peuple, pour nous, les populations sont détentrices de cette puissance naturelle. Et à un moment donné, lorsqu'il y a difficulté dans la vie politique et que le pouvoir politique est corrompu, la violence, le monopole de la violence légitime est corrompu, et donc il faut exprimer cette puissance populaire. Comment exprimer cette puissance populaire? Il faut créer le cadre de cette expression. Et nous avons pensé, compte tenu des expériences que nous avons connues dans le passé, avec l'ensemble des cadres que nous avons eus qui n'ont pas marché, code 1, code 2, CST, arc-en-ciel, il faut aujourd'hui aller vers une union informelle. Alors là, je reviendrai sur cette question. D'abord, alors quelles sont les conclusions que vous êtes parvenus à l'issue de la rencontre de samedi dernier? Tout à fait. Nous sommes parvenus à la conclusion que aujourd'hui, il faut mettre en place un front de refus. Le front de refus, c'est le rassemblement de tous ceux qui veulent que les réformes soient faites. Les organisations politiques, associatives, et même tous ceux qui seraient proches du parti UNIR et qui voudraient que les réformes soient faites, viennent dans le front de refus. Et qui convoque le front de refus? Voilà justement la question. Parce que le front de refus, c'est comme par exemple... Qui organise même ce front? Le front est conceptualisé. C'est-à-dire que toute la question aujourd'hui qui se pose avec comment organiser le cadre de l'expression de la puissance populaire. Certains parlent de mouvements citoyens. D'autres parlent de l'union de l'opposition. Nous disons que toutes ces unions qui sont formelles avec une dénomination, avec des gens qui se donnent une code de conduite est difficile. Le front de refus, c'est qu'on appelle tout le monde dans un endroit. Quels sont ceux qui sont d'accord avec les réformes? Eh bien, qu'est-ce que nous faisons? Eh bien, comment mettre en œuvre la puissance populaire? Point final, les gens ne se revoient pas pour boire un café ensemble, les gens ne sont pas des amis, il n'y a pas de dénomination. Mais il va falloir quelqu'un pour diriger, il faut un leader. Non, il n'y a pas de leader. C'est comme au Burkina Faso, les organisations existaient, mais il n'y a pas de leader qui ait dirigé un front. On a donné des mots d'ordre. On a vu le ballet citoyen qui a son patron, et l'artiste Smoké. Oui, tout à fait, mais chacun a son organisation. Dans le front de refus que nous prenons, chacun vient avec son organisation, mais le front n'a pas de chef. Parce que dès que le front a un chef, le chef est contesté. Aujourd'hui, au Togo, tout le monde est contesté. Donc, nous disons qu'il faut simplement un front de refus. On appelle tout le monde dans un grand rassemblement, et puis on dit qu'est-ce qu'il y a à faire. Chacun donne son point de vue sur la question des réformes, chacun donne son point de vue sur la méthode qu'on doit utiliser pour contraindre le pouvoir politique à faire les réformes, et puis on lance un mot d'ordre, tout simplement. Fulbert, est-ce que vous estimez aujourd'hui que toutes les conditions sont réunies pour aller vers la création de votre front? Est-ce que vous ne pensez pas que, au-delà de votre ambition d'aller vers la résolution de cette crise qui secoue le monde politique de notre pays, est-ce que vous n'avez pas l'impression que vous allez trop vite dans votre mission? Non, nous n'allons pas trop vite. Nous sommes un parti politique. Mais est-ce que les conditions sont réunies? Voilà. Est-ce que les conditions sont réunies? Aujourd'hui, les conditions sont réunies parce que du côté du pouvoir UNIR, tout le monde a compris que on fait du dilatoire sur la question des réformes. On s'amuse avec la question des réformes. Et beaucoup de gens disent que toutes les observations que nous faisons, les déclarations, les prises de position nous montrent que on n'a pas envie de faire les réformes. On renvoie l'échéance des réformes à plus tard. Donc voilà une condition qui est réunie pour contraindre le pouvoir politique à faire les réformes. Deuxième condition qui, à mon avis, est réunie, c'est que l'ensemble des acteurs, les leaders politiques, chaque fois qu'ils viennent, qu'ils montent au créneau, soit qu'ils viennent chez Junior Amenounia ici ou sur d'autres médias, ils disent qu'il faut créer le rassemblement de toutes les forces pour obliger le pouvoir politique à faire les réformes. Donc je pense que nous sommes à moins de 2 ans d'une élection législative ou des élections législatives, à quelques enclabrures peut-être
des élections locales, de la décentralisation, pour nous, les conditions sont réunies aujourd'hui pour que nous organisions le cadre qui puisse exercer la contrainte sur le pouvoir politique afin qu'il puisse opérer les réformes. Et merci beaucoup. Fulbert Artissot, c'est quelqu'un que j'aime, hein, parce que c'est quelqu'un qui fait beaucoup de propositions. On sent qu'il réfléchit à la condition du pays. Mais à la fois, je l'aime, mais à la fois, j'aime bien, je ne dirais pas le titiller, mais lui poser les questions qui me tiennent à cœur. Et la première, c'est de savoir, est-ce qu'on a un Fulbert Artissot idéologue et un Fulbert Artissot homme d'action? Est-ce que Fulbert Artissot est un homme d'action ou purement un idéologue? Alors, je vais dire que je suis les deux. Je suis les deux, et la plupart des grands hommes politiques ont été les deux. Quand vous prenez Lénine, il a été les deux. Donc, idéologue politique, celui qui a passé tout son temps à conceptualiser, à théoriser la conquête du pouvoir, et celui qui agit en même temps. Mao Tse-tung, tout ça, ce sont des idéologues et ceux qui agissent. Je pense que tout le problème de notre classe politique de l'opposition, c'est que les gens sont des politiques, ils ne sont pas des penseurs. Donc en fait, moi je suis l'homme d'action. Donc je l'ai traduit à travers le MCA, cette expérience malheureuse d'il y a quelques années. Ce qui vous a conduit en prison? Absolument. Donc ça, c'est l'homme d'action. Et l'appel des patriotes, c'est l'idéologue qui réfléchit, qui conceptualise, qui propose pour la classe politique, même si toutes ces propositions ont été balayées d'un revers de main. Donc je suis les deux. Alors, vous permettez, vous l'avez dit le jour de la conférence, vous savez que l'opposition togolaise, elle est plurielle. Vous avez dit que l'opposition togolaise, elle est répartie en 3 parties. Alors, d'abord, rappelez-nous ces 3 parties et dites-nous laquelle des parties vous invitez, ou bien c'est toutes ces 3 composants que vous invitez pour le Front du Refus? Non, ce que nous constatons aujourd'hui, c'est que l'opposition est divisée. Bon, les leaders ne peuvent pas se communiquer, s'entendre et se rassembler pour faire des choses. Bon, maintenant, l'opposition n'est plus dans l'état où elle était, où on a pu réaliser le code 1, le code 2. À l'époque, il y avait 10 partis politiques. Aujourd'hui, il y en a une centaine, c'est plus difficile. Et puis, l'opposition est traversée par 3 courants. Le premier courant, c'est que c'est ceux qui veulent que ce pays aille vers des réformes, aille vers l'alternance et change véritablement. Le Togo, autrement, appartient à ce courant. Deuxième courant, ceux qui travaillent avec le pouvoir politique, mais qui se disent, qui se réclament toujours de l'opposition. Bon, je mets dans ce courant, pour être plus explicite, l'UFC, par exemple, donc, parce que c'est visible. Troisième courant, ceux qui se réclament de l'opposition, mais qui travaillent en sourdine, en sous-main, pour que le pouvoir se pérennise. Et dans ce lot-là, certains ont appelé en 2015 à voter pour le chef de l'État. De façon cachée, des partis ont appelé à voter pour le chef de l'État. Et ces partis aujourd'hui se réclament de l'opposition. Donc, dans ce panier à crabe... Vous en connaissez un ou deux? Non. Donc, voilà. Allez-y. Non, je ne citerai pas de parti. Okay. Je ne citerai pas de parti politique parce qu'on va me dire où sont les preuves de ce que vous dites. Là, je suis dans une analyse. Okay. Alors, voilà. Donc, dans cette galaxie composite, dans ce que nous appelons une opposition qui ressemble à un panier à crabes, comment voulez-vous faire une union formelle? Entre le chat, la souris... Tout à fait. Ça n'est pas possible. Comment voulez-vous mettre sur pied ce qu'on appelle le mouvement citoyen? Quelle est la figure de la société civile aujourd'hui qui n'est pas contestée? Quelle est la figure de l'opposition aujourd'hui qui n'est pas contestée? Tout le monde est contesté par tel ou tel autre acteur ou tel autre camp. Mais on le sait, hein, la société civile aujourd'hui s'organise pour essayer de créer un mouvement citoyen. On l'a vu tout récemment avec le CACIT qui a fait une rencontre à l'hôtel Idaoba. Aujourd'hui, on voit les gens se mobiliser, les syndicats, les organisations de presse. Donc les gens veulent se regrouper pour monter un mouvement, pour impulser, pour regrouper tout le peuple hein, autour de cet idéal, les réformes politiques. Mais le Front de refus dont vous parlez ne risque pas de casser cette dynamique qui est là en train de prendre? La dynamique qui est en train de naître au sein de la société civile. Vous parlez tout à l'heure du CACIT qui a rassemblé le CACIT a pu organiser ce débat la dernière fois parce qu'il s'est montré neutre.
Le mouvement s'est montré neutre. C'est la raison pour laquelle les gens étaient venus. Alors, si le mouvement prend position en faveur des réformes, il est évident que si ce mouvement appelle les acteurs politiques, certains ne viendront pas. Ben, oui, mais parce que, supposons que l'on dise clairement que le CACIT appartienne à une organisation qui demande les réformes. Est-ce que les quand réformes, on va appeler... c'est 85% Togolais qui le demandent, c'est pas le CACIT seul. Je suis entièrement d'accord. C'est d'accord. un sondage d'Afrique Baromètre. Absolument, je suis entièrement d'accord. Mais il y a quand même une partie du peuple qui ne se reconnaît peut-être pas dans, ou qui ne veut pas que ces réformes dans soient... les 15%. Voilà, par exemple. Par exemple, il y a une partie qui existe, qui est une réalité, qui ne veut pas que les réformes soient faites. Deuxième chose, la société civile s'organise. La dernière fois, on a vu une société civile autour de la question de la conférence nationale souveraine. Bon, voilà des questions neutres qui peuvent le rassembler. Mais lorsque la question devient politique et que les idées sont claires et que l'on travaille pour un camp contre un autre, les difficultés commencent. Donc c'est pour cela que nous disons que, aussi bien dans la société civile que dans les partis politiques, toutes les figures sont contestées. Lorsque vous êtes dans une situation où toutes les figures sont contestées et que dans le passé, il y a eu des paradigmes comme le CST arc-en-ciel qui n'ont pas fonctionné, aujourd'hui, il faut aller vers un rassemblement neutre qui n'a pas de dénomination, qui n'a pas de chef, mais qui rassemble sur une thématique bien donnée, la question des réformes. Vous voulez un mouvement acéphale? Alors, Philbert, Absolument. Philbert, vous aviez dit tout à l'heure que vous aviez mis 25 ans pour observer la scène politique de notre pays. À la suite de cette observation, vous aviez créé votre parti politique. Ma première question, à quelle conclusion vous êtes arrivé après 25 ans d'observation? Et de deux, vous réclamez les réformes, tout le monde les réclame aujourd'hui. Mettrez-vous 25 ans pour avoir ces réformes? Sinon, quel est le délai que vous vous êtes fixé pour Alors, les avoir? Voilà. D'abord, la première chose, j'ai mis 25 ans à travailler dans la presse parce que vous savez, le journalisme est à la lisière de la politique. Votre journal, L'éveil du peuple? Tout à fait. À l'époque, c'était quand même l'un des meilleurs, des premiers journaux. L'un des premiers journaux. Alors, donc, le journalisme est à la lisière de la politique. Et on dit que cette profession mène à tout, à condition d'en sortir. Je ne serai peut-être pas le premier qui vient de la presse, qui devient acteur. Je vous vois venir tous, peut-être. Hein? Bon, voilà. Mais maintenant, je dis, cette chance d'avoir attendu 25 ans avant de créer un parti, c'est l'observation. C'est le fait de pouvoir connaître les erreurs et les aspects positifs de la lutte qui a été menée. Maintenant, quel est le constat? Le constat, c'est que tout simplement, l'opposition doit évoluer dans la génération. Nous nous inscrivons dans ce renouvellement générationnel. Parce que vous savez, 25 ans, c'est une génération. Il y a des acteurs qui sont sur la scène politique depuis 25 ans. Certains sont partis, certains sont sur le point de partir, mais la classe politique a vieilli et puis il faut la renouveler. Deuxième chose, il y a nécessité à changer les méthodes au sein de la classe politique, à changer la façon même de faire de la politique, à changer la mentalité de ceux qui sont les militants politiques, ceux qui soutiennent nos partis politiques, ceux qui votent pour nous. Il y a nécessité de les déprogrammer, de reprogrammer leur mentalité. Donc voilà tous ces constats qui nous ont menés ou qui nous ont amenés à venir sur la scène politique. Mais j'avoue que la réalisation des choses, quand on va sur le terrain, quand on est au contact du terrain, la réalisation des choses n'est pas assez aisée. Mais nous travaillons pour que une autre marque soit imprimée à la façon de faire de la politique dans le pays. La dernière fois, par exemple, nous nous sommes intéressés à la question du social, la plage. Nous avons sorti un dossier sur la plage. Et heureusement, après que nous ayons sorti ce dossier, l'État est en train de faire un travail aujourd'hui sur la plage pour rendre l'endroit plus salubre qu'avant. Donc on ne perd que les combats qu'on ne mène pas. Le plus mauvais acteur politique, c'est celui qui ne parle que de politique. C'est celui qui ne parle pas des autres pans de la société, à savoir le social, l'économique, etc. Parce que la société, c'est un tout. Et même la politique, c'est un tout. Parler que de la politique. Absolument. Donc voilà les constats que nous avons faits qui nous ont amenés sur la scène politique. Et
quand nous sommes au contact de la réalité, voilà le constat. Deuxième chose, est-ce que nous allons mettre encore 25 ans pour avoir les réformes? Non. C'est pour cela que nous nous levons tôt et que nous proposons des choses. Nous sommes sûrs que la proposition que nous avons faite, le front de refus, les partenaires de l'opposition nous ont écoutés. Et dans les prochaines heures, d'ailleurs, il y a des contacts qui se font. Et tout à l'heure même, j'ai rendez-vous avec un acteur politique. Et puis, on va discuter pour voir comment les choses vont se réaliser. Alors, Olivier, oui. Non, voilà l'appel des patriotes après le front de refus. Et je crois que vous avez eu à tirer donc, les leçons de ce qui n'a pas marché ou de ce qui a marché. Aujourd'hui, avant d'aller à ce front, quels sont les préalables? Parce que je suppose qu'il doit y avoir absolument des préalables. Et aussi, après, quelles sont les missions? Peut-être que vous avez eu à le dire déjà, mais les missions et les stratégies surtout. Parce qu'on sait que c'est au niveau de la stratégie même qu'il faut mettre en œuvre pour arracher certaines réformes. C'est là que l'opposition peine. Voilà, j'ai deux questions, les préalables et la stratégie. Voilà, très bien. Alors, les préalables, c'est deux choses. D'abord, le contexte. Le contexte est un préalable. Le contexte dans lequel nous avions fait l'appel des patriotes est différent du contexte actuel. Pourquoi je dis cela? Aujourd'hui, je pense quand même que la classe politique de l'opposition s'est enrichie des expériences du passé. Donc le contexte est un préalable. Deuxième chose, est-ce que nous avons pris des précautions avant de commencer cela? Justement, nous avons pris des précautions. Les précautions que nous avons prises notamment, c'est le fait que nous n'avons pas voulu aller chez les acteurs politiques. Parce que ça aussi, nous en avons l'expérience. Dès que vous avez une idée, que vous allez voir les acteurs politiques avant d'annoncer l'idée, l'idée est étouffée dans l'œuf. Les gens vous disent, nous, on n'est pas d'accord avec ça, etc. C'est la même chose qu'on nous a fait quand nous avions lancé l'appel des patriotes. Dès le départ, on a invité des gens à une réunion. Certains n'étaient pas venus et l'idée était étouffée tout de suite dans l'œuf. Donc aujourd'hui, nous avons dit, nous n'irons voir personne. Tout le monde est instruit des expériences du passé. Le contexte nous montre que aujourd'hui, si nous n'arrivons pas à faire les réformes, ce pays n'a pas d'avenir. Nous allons d'élections fraudées en élections fraudées. Et puis, nous sommes dans une situation où il y a une volonté de la part du chef de l'État d'exercer une présidence à vie. Nous sommes dans une présidence à vie. Et donc, le refus dont je parle de ce front, c'est justement contre l'idée de cette présidence à vie. Le front de refus contre l'idée de la présidence à vie. Bon, donc, voilà un contexte qui est un préalable. Donc, les deux préalables là, à savoir les expériences du passé et le contexte qui montre que nous devons absolument aller vers les réformes sinon ce pays n'a pas d'avenir, eh bien, nous ont amené à initier ce front de refus. Eh bien, nous pensons que la classe politique va réfléchir là-dessus. Maintenant, la stratégie? La stratégie? Bon, la stratégie, dans un front de refus, il n'y a pas de stratégie préalable. C'est-à-dire que, supposons que demain, on dise, tous ceux qui croient dans les réformes se retrouvent à l'hôtel Edaouba pour réfléchir. Donc, tout le monde vient. On accorde 5 minutes à chacune des organisations pour dire comment l'organisation entrevoit la faisabilité des réformes. Et tout le monde dit ce qu'on peut faire. Chacune des organisations politiques ou associatives dit ce qu'on peut faire. Et puis on consigne ça, on fait les mots d'ordre, et puis la dynamique populaire est lancée. Donc la stratégie n'est pas définie préalablement. Mais là, comment mobiliser les populations, puisque aujourd'hui on voit que visiblement les populations ne se manifestent pas par rapport à tout ce qui marche. Ils sont plus chauds. Que faut-il faire pour les booster, si pour rappeler le mot? Tout à fait. Alors, comment faut-il faire pour réveiller les populations qui sont désabusées par les erreurs et les échecs successifs résignées de l'opposition? des fois. Absolument. Qui sont dans la résignation et qui disent Dieu va le faire. Ça ne peut plus être ces partis de l'opposition qui vont d'échec en échec. Et surtout, ce qui fait ou constitue cette désaffection des populations vis-à-vis de la politique,
c'est la désunion de l'opposition, c'est la division, c'est le fait que au sein de les opposants l'opposition... se font la guerre sur les radios. Absolument, je suis entièrement d'accord. C'est quand nous nous entredéchirons sur les médias. Les populations ne veulent plus nous suivre. Mais il y a quelque chose que vous devez constater. À chaque fois que l'opposition arrive à réaliser son unité, les populations sont tout de suite mobilisées et reviennent dans la lutte. On l'a vu avec certaines organisations comme le CST. Quand le FRAC était à bout de souffle et qu'on l'a élargi et qu'on l'a densifié, les populations sont revenues tout de suite dans la lutte. Mais le vrai problème, c'est qu'il n'y avait pas de stratégie, comme l'a dit tantôt. Le vrai problème, c'est qu'il y a des gens dans ces organisations aussi qui œuvrent pour que ça n'avance pas. Absolument. Vous êtes d'accord avec moi? Tout à fait. Nous avons parlé tout à l'heure des différents courants qui traversent l'opposition. Donc, si vous avez une union formelle, des gens œuvrent dans l'union pour la pérennisation du pouvoir, mais ils sont avec vous. C'est pour cela que, pour éviter que ces gens-là puissent plomber le creuset que nous voudrions mettre en place pour permettre l'expression de la puissance populaire, il faut aller vers une union informelle. Comme ça, les gens ne peuvent rien. Donc, en fait de stratégie, la stratégie sera définie sur place. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de méthode et de stratégie préalablement définie. On ne peut pas dire que le front de refus va aller dans les marches. On ne peut pas dire que le front de refus va aller dans dans les sittings. On ne peut pas dire non plus que le front de refus va appeler l'opposition parlementaire de redéposer une proposition de loi. Ça aussi, ça peut être une option. C'est-à-dire que quand le front de refus va se retrouver, on peut demander que l'opposition parlementaire redépose une proposition de loi. Et après que cette proposition de loi aura été étudiée et qu'on constatera encore une réticence de la part du pouvoir politique, on peut demander une dynamique populaire. Donc la stratégie sera définie une fois que le front sera mis en place. Alors sur les réseaux sociaux, les gens font des reproches, ils disent que vous êtes là tout le temps, on voit, vous êtes sur les médias, mais sur le terrain, vous n'êtes pas présent. Pendant que les autres sont sur le terrain de mobiliser la population pour soutenir donc, les réformes, vous êtes plus présent sur les médias. Qu'en dites-vous? Non, ça n'est pas vrai. Ça n'est pas vrai parce que, vous savez, ceux qui sont sur le terrain ont souvent tendance à montrer qu'ils sont sur le terrain. On peut être sur le terrain de façon silencieuse. Moi, je vous l'ai dit la dernière fois que j'étais venu ici, que nous avons conscience que Lomé, par exemple, a 10 députés. Dans l'ancienne organisation administrative, dans l'ancien découpage. Nous, notre parti, le Togo Autrement, veut avoir des députés à Lomé en 2018. Alors, pour ce faire, nous devons travailler à Lomé. Nous sommes en train de faire le maillage de Lomé. Nous travaillons presque tout le week-end dans les quartiers. Mais si nous ne médiatisons pas, comment vous pouvez le savoir? Mais ceux qui peuvent rassembler, je ne sais pas, 20 ou 30 personnes et qui vont appeler vos médias, etc., pour qu'ils viennent pour couvrir, vous pensez qu'il n'y a que ceux-là qui travaillent. Mais il y a aussi des organisations qui travaillent de façon silencieuse. C'est au moment des élections qu'on verra justement ceux qui travaillent et ceux qui ne travaillent pas. Bon, donc, il y a des organisations qui sont dans la rue, qui travaillent. D'autres travaillent aussi, mais ne médiatisent pas ce qu'ils sont en train de faire. C'est notre cas au parti politique Le Togo Autrement. Alors, Fulbert, est-ce que vous avez l'impression d'être écouté par vos partenaires, je dirais vos amis de l'opposition politique de notre pays? Est-ce que vous sentez une adhésion à votre politique de la part de l'opposition de notre pays? Est-ce que vous êtes sûr de ce que vous êtes en train de faire? D'abord, nous sommes sûrs de ce que nous sommes en train de faire. Parce que, je l'ai dit tantôt, nous avons la chance d'avoir été journalistes. Celui qui est le mieux formé politiquement, c'est qui? Au sein de la société. Ce n'est pas l'universitaire ou l'intellectuel, comme quelqu'un l'a dit, qu'on a appelé à réfléchir sur des matières. Les journalistes sont aussi des éminences grises qui peuvent réfléchir sur des questions parce que ce sont les meilleurs observateurs de la vie politique. On est d'accord. Tous les confrères qui sont ici, vous êtes des gens très excellents avec de belles analyses. Alors, donc moi j'ai la chance d'avoir été journaliste. Et donc je suis confiant quand je parle de politique. La deuxième chose, est-ce que nous sommes écoutés? Bon, si on n'était pas écoutés, je vous l'ai dit tantôt qu'au sortir de ce studio,
j'ai eu une rencontre avec un acteur politique majeur. Donc, il m'a appelé pour qu'on se voie. Bon, cela veut dire que nous sommes écoutés. Et puis, même au niveau de la diaspora, je ne savais pas que la diaspora était aussi attentive sur la question des réformes. Nous sommes actuellement sur le www.lcftogo.com. Ah, je sais. L'émission en direct. Ah, c'est très bien. Sur le site internet de la télé. Ah, c'est très bien. Bon, donc je suis suivi en ce moment. Alors, je dois faire beaucoup plus attention. Alors. Ouais. Donc, je disais que beaucoup de gens m'ont appelé au niveau de la diaspora pour me dire, nous vous suivons. Nous suivons les propositions, mais il faut aller au-delà des simples propositions. Donc, je pense que nous sommes suivis. Si tout le monde est d'accord que nous devons aller de l'avant, nous devons avoir les réformes, eh bien, toutes les propositions sont les bienvenues. Mais le vrai problème de notre vie politique, de notre opposition, c'est que si l'idée ne vient pas de certaines personnes, eh bien, on la balaye tout de suite d'un revers de main. De qui vient l'idée? Qu'est-ce qu'il représente? Depuis quand est-ce qu'il est venu? Est-ce qu'il a des députés à l'Assemblée nationale? Est-ce qu'il a une représentativité? Il veut nous convoquer. Pourquoi? À quel titre? À quel titre? Très bien. Qui convoque qui? On nous l'avait dit à une certaine époque. C'est la raison pour laquelle nous avons dit que pour le front de refus, celui qui doit lancer le mot d'ordre, celui qui doit lancer la convocation, c'est le chef de file de l'opposition. Et il ne fait pas de lettres, il n'envoie pas des lettres à des gens. C'est difficile pour lui parce qu'au sein même de la classe politique, beaucoup ne se communiquent plus. Donc, il passe un communiqué radio, tout simplement, pour appeler tout le monde à un rassemblement autour de la question des réformes. Et puis, s'il n'arrive pas à le faire, nous avons réfléchi également à la question en disant, il est possible qu'il ne le fasse pas. S'il ne le fait pas, il y a d'autres partis qui sont représentés à l'Assemblée nationale. Le CAR, si le CAR a quelques difficultés, eh bien, Adi doit prendre ses responsabilités. Adi doit prendre ses responsabilités. Rapidement, l'émission. Oui, vous avez raison. Je vais peut-être rebondir sur cette explication pour lui demander de savoir si, en tant que politique, quelqu'un qui est président du parti, qui a une connotation, qui a un parti, il est partisan. Et il y a des partisans des autres camps. Est-ce que certains ne seront pas réfractaires à cet appel? Tout simplement, c'est parce que c'est Fulbert Atisso et sa tête ne plaît pas et son parti, voilà. Donc, c'est ça aussi la question au Togo. Est-ce que le germe des difficultés ne se trouve pas dans le fait que c'est un président de parti qui a annoncé cette idée? Oui, mais c'est bien dit. C'est la raison pour laquelle ce que nous avons fait au parti politique Le Togo Autrement, puisque vous l'avez dit tantôt que nous avons cette propension à la réflexion politique. Ce que nous avons fait tout simplement, c'est de conceptualiser le creuset qui va permettre à la puissance populaire de s'exprimer pour faire pression sur le pouvoir afin qu'il aille vers les réformes. Nous avons conceptualisé le cadre, nous ne lancerons pas d'appel. Parce que notre appel ne prendra pas. On nous dira, vous êtes qui, vous avez quelle représentativité. Mais la conceptualisation du cadre, tout le monde peut le faire, y compris même le journaliste qui n'est pas politique, le citoyen ordinaire peut dire, voilà le cadre qui peut permettre aujourd'hui le rassemblement de toutes les forces qui sont en faveur des réformes. Nous avons conceptualisé, nous proposons, nous ne lançons pas d'appel. Parce qu'en termes d'appel, la question de la représentativité va se poser. Alors, je rappelle qu'avec vous, avant vous, Jacques, ici, le secrétaire général du CAR avait donc annoncé sur Média aussi qu'il faut créer un mouvement citoyen pour amener le gouvernement à faire les réformes. Monsieur Fulbert Atisso, nous sommes à la fin de l'émission. Est-ce que vous avez un mot à la grande discussion actuellement sur LCF, City FM aussi, sur le www.lcftogo.com? Je suis content que tout ce beau monde-là nous suive. Ce que j'ai envie de dire tout simplement en guise de mot de fin, c'est que le Togo Autrement est un parti politique qui constitue une force au sein de la société, qui a fait une proposition, qui a conçu le cadre aujourd'hui de l'expression de la volonté populaire. Ce n'est qu'une simple proposition, et ceux qui pensent que ces propositions-là sont bonnes, eh bien, ils doivent les saisir, et ceux qui sont les mieux à même
de prendre la responsabilité de convoquer tout le monde, eh bien ces gens-là aussi doivent prendre leurs responsabilités. Merci à vous, Fulbert Tissot. Je rappelle que vous êtes président du parti Le Togo Autrement. Merci à nos confrères Olivier Adja, le patron d'Afrique Presse. Merci. Oui, c'est un plaisir. Merci à notre ami David Baini Djabavi. Merci d'être là. Merci à vous tous, mesdames, messieurs. La rediffusion, vous le savez, c'est à 22h30. Maintenant, ça prend un peu de retard, 22h30, 22h40. On se retrouve vendredi pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. Voilà.